Fin de la session de mars à l'Assemblée nationale, élection en République démocratique du Congo, bilan de Félix-Antoine Tshisekedi, on en parle avec un invité sur ce plateau. Il s'agit du député national Dédé Moupassa, élu du Kwilu, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci à vous et à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir surtout répondu à notre invitation. Merci. Alors, pas plus tard qu'il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a mis fin à la session de mars. Vous avez pris part à tous les travaux, aux différentes plénières qui ont été organisées sous la présidence de Christophe Mbosonkodia, président de l'Assemblée nationale. Quelle lecture avez-vous à faire sur cette session de mars? A-t-elle été productive, prolifique? Oui, on a travaillé. D'abord, c'est réglementaire, je vais dire c'est constitutionnel. On l'a respecté du départ jusqu'à la date finale du 15 juin. 15 juin, oui. Et que par rapport au travail, il faut le mesurer en fonction du calendrier tracé. Il y avait une partie de questions législatives, donc de lois qu'on avait prévues dans ces calendriers, qu'on a voté à la plénière au début de la session. Et en fonction de tout ce qui a été programmé, je pense qu'on a fait 60 à 70%, si je n'exagère pas, d'un certain nombre de lois, et surtout la ratification de toutes les lois d'habilitation qu'on a laissées, dont le gouvernement nous a proposé à notre retour. Alors, tout ça, ça fait plus ou moins 65 à 70% de lois qu'on a pu travailler. Donc vous êtes fiers du travail qui a été fait? Du côté contrôle, effectivement, on a déchu un DG, mais le problème de contrôle, ce n'est pas seulement la finalité des choix, mais il y a quelques ministres qui sont passés et des DG, mais j'estime qu'on n'a pas fait suffisamment sur le contrôle du terrain. Ou alors on n'a pas débattu de tout ce qui a été enquête parlementaire qui devait revenir à l'Assemblée au niveau de la plénière afin de donner des orientations au gouvernement ou alors sanctionner les DG ou le ministre sectoriel avec des failles qu'on a pu constater dans ces enquêtes parlementaires. Donc, ce n'est qu'une partie remise, mais en termes de cotation, c'est difficile de coter parce que, pour moi, traiter cela déjà à 75%, c'est une bonne chose, et avoir des enquêtes pas suffisantes, ce n'est pas un échec, mais au moins, on a travaillé. Donc, le contrôle n'a pas balancé comme la partie législative. En gros, êtes-vous fier de ce que vous avez accompli comme travail durant cette session de mars? Le travail qui n'atteint pas les objectifs ne donne pas la fierté, parce que notre travail à nous, c'est de voir la population rigoler, crier, être à l'aise, avoir le bien-être. Mais comme assiduité, parce que tous les jours on a été au travail, on se bat jour pour jour à réaliser ce dont nous programmons afin d'amener le sourire à la population. Là, j'ai dit travail accompli et je suis fier de cela. Alors, est-ce que la question, par exemple, de l'insécurité qui frappe la partie est du pays, aujourd'hui, il y a l'intervention des forces étrangères sur notre sol pour justement nous aider à mettre fin à cette crise sécuritaire qui a duré des décennies. Est-ce que cette question cruciale a été scrutée de fond en comble au niveau du Parlement? Oui, oui, et pas plus qu'avant la fermeture. On a convoqué, invité, je vais le dire comme ça, le ministre des Affaires étrangères, qui devait expliquer toutes les péripéties des contrats, des alliances, des contrats, des protocoles, tout ce qu'ils ont signé jusque maintenant. Mais si vous les suivez attentivement, sans rien penser, vous allez voir le degré de travail qui a été effectué de ces côtés-là pour qu'on arrive là où on est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire, ce conflit, on tire le conflit de l'indépendance, on tire ce conflit de Mobutu, on tire ce conflit de Mouzé Kabila, on tire ce conflit de Joseph Kabila, et pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui, c'est vraiment, je vous dis, si vous les suivez correctement, les explications du ministre des Affaires étrangères, nous sommes sur une très bonne piste, et je pense là, on est allé dans les racines des problèmes sécuritaires du Congo, si je veux parler des invasions qu'il y a au travers de nos frontières, que ce soit à l'Est, ou que ce soit un peu partout où il y a des attaques. Je pense la décision du président de la République avec le ministre des Affaires étrangères sous la coordination du Premier ministre, c'est de tout vider.
c'est tout vider une fois pour toutes. Je pense qu'ils sont sur une bonne marche. Vous avez également voté la loi sur la répartition de sièges sans vos collègues de l'opposition. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui d'avoir fait passer cette loi sans vos collègues de l'opposition qui avançaient quand même un certain nombre des revendications? Bon, la fierté, la loi est là. Donc, je mets dans mon actif avoir voté une loi et que la loi est là, et pour faire avancer la République. Mais la fierté ne veut pas dire... il ne faut pas que ça soit confondu au fait de jets démocratiques, parce qu'ils ont agi sur base de jets démocratiques qui se sont sentis lésés sur des problèmes qu'eux, ils estiment que c'est comme cela que ça devait se faire. Mais ils ont oublié, et personne n'oublie, que nous sommes sous la loi de la majorité. La majorité a emporté, et c'est positif pour la République. L'opposition faisait avancer quand même un certain nombre des revendications. Elle a estimé que cette loi sur la répartition des sièges était basée sur un fichier électoral corrompu. Bon, c'est l'opposition qui l'a dit. Il devait présenter des preuves de fichiers corrompus. Parce que pour le dire, il faut visiter, il faut passer comme observateur à la CENI, vérifier étape par étape, checker, comme on dit en termes de technique, vérifier ces serveurs-là, afin de remarquer ce qu'il y a. Il ne faut pas le dire comme citoyen Alda. Non, à ce moment-là, ce n'est pas correct. Nous fions sur les rapports internes, disons, de contrôle ou de l'examen fait par les observateurs internes et externes qui sont allés, comme la loi l'exige, au niveau de la CENI. Ils ont publié les rapports. Ils n'ont pas dénoncé tout ce qu'ils sont en train de dire là. Donc au niveau de l'Union sacrée, vous n'aviez rien à reprocher à cette loi sur la répartition de sièges? Si ce n'est que d'écouter l'autre son de cloche, dont il donne, on trouve sans raison, parce que l'organisateur des élections, c'est la CENI qui organise les élections. Le gouvernement fait qu'appuyer l'action. Et c'est ça qu'on s'est convenu. Et c'est ce qui est dans la Constitution. Alors, le faire comme la Constitution l'exige, c'est pas à nous de tenir compte. Nous tenons compte et nous suivons la loi. Nous allons respecter la loi et non pas les avis des individus. Parce qu'on ne va pas faire des élections au de besoin de chaque individu ou de chaque groupe. C'est par rapport à la loi. Est-ce qu'on est à côté de ce dont la loi exige? C'est là la question. Mais moi, je pense que jusque-là, on est dans le bon et la majorité a l'emporté selon le besoin de la minorité qui est à l'opposition. Je pense que ça ne bloque pas la démocratie et le pays avance. Maintenant que vous êtes en pleine vacances parlementaires, je pense que vous allez déjà vous rendre auprès de votre base. Quelles sont les actions que vous comptez mener sur place en faveur de votre base? Oui, mais pendant les vacances, on n'a pas des actions indiquées à mener, si ce n'est que rapporter la vie parlementaire pendant les 3 mois qu'on a effectués, comme l'exercice que je suis en train de faire avec vous ici, et aussi la quintessence de chaque loi qui a été votée, donner le véritable sens de toutes ces lois-là, et quelques décisions gouvernementales et les engagements qu'on a pris vis-à-vis de la population en termes d'aménagement des routes, en termes de l'eau, en termes de l'électricité, en termes de salaires de fonctionnaires de l'État, des enseignants. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui est fait? Quel exercice, nous, en tant que parlementaires, tout ce qu'ils nous ont dit il y a 3 mois passés, comment on s'est battu pour cela? Ce sont ces genres de discussions, de travail qu'on va faire avec eux pour leur montrer quelles sont les démarches que le gouvernement est en train de faire, à quel niveau ça se trouve, pour que la population soit avertie et comprenne comment la bonne marche de la République ou de l'État fonctionne avec son gouvernement. Est-ce que vous croyez personnellement à la tenue des élections au cours de cette année 2023, précisément au mois de décembre? L'opposition est en train d'avancer un certain nombre de revendications. Elle demande par exemple la récomposition du bureau de la CENI, la récomposition de la Cour constitutionnelle, mais on a l'impression que la CENI n'a pas vraiment prêté leur oreille à toutes ces revendications de l'opposition. Est-ce que aller aux élections dans le contexte actuel ne va pas nous exposer à des risques? Bon, la CENI, il n'y a que la CENI qui doit nous dire qu'il est en risque. Moi, je pense sur le plan fonctionnel et organique, la CENI est bien établie. La CENI ne recrute pas de politiciens au sein de la CENI. C'est la loi qui détermine d'où on recrute et comment ils arrivent là-bas. Tous les collègues ou
les gens qui sont en train de diriger la CENI ont été une émanation du peuple au travers du Parlement, selon les compartiments dont définis par la Constitution. Alors, s'il y a une partie qui se sent lésée, imagine que ceux qui disent qu'ils ne sont pas représentés, ils mettent à la porte ceux qui sont déjà là, ils vont aussi réclamer qu'on les a chassés injustement, il faut qu'ils rentrent. Donc, nous n'allons pas vivre le ping-pong de tous ces gens. Je pense que le Parlement a censuré tout ce qui devait être fait et on a transmis au niveau de la CENI. Et la CENI fait son travail. Donc, s'il y a des discussions politiques, je pense que le Congo, c'est un pays de grandes discussions, c'est un pays de débats, de dialogues. Il ne faut pas qu'on exclue les dialogues. Il faut à tout moment qu'il faut écouter les uns les autres pour voir comment faire avancer les choses. Des fois, il arrive un problème juste d'explication ou de rappel de la loi. Parce que des fois, la loi nous échappe aussi. Il suffit de rappeler la loi, les gens peuvent se mettre d'accord et puis faire avancer. Puisque vous parlez de la loi, parlons-en. Est-ce que la procédure ayant conduit à la mise en place de l'actuel bureau, chapeauté par Denis Kadima, était légale? Mais oui, c'était légal. Qui réunit la procédure? Même l'opposition ne réunit pas la procédure. Il réunit les personnes qui se retrouvent là-bas pour dire qu'ils n'ont pas mandaté. Mais ces personnes-là ont bien des notifications mandatées par leur groupe, qui estiment qu'ils sont le groupe de l'opposition. C'est à ce niveau-là. Mais la procédure... Vous pensez que l'opposition est bel et bien représentée dans ce bureau? Mais si nous n'allons pas avoir une CENI qui fonctionne, ils sont représentés, à mon avis. Mais pas reconnus au niveau de l'opposition, entre autres... Bon, d'abord, il y a... le PPRD, le FCC, etc. Je dois dire les choses clairement. L'opposition ici est caractérisée par quoi? Qui est de l'opposition? Ah, c'est moi qui pose des questions. Voilà, donc... C'est quoi qu'on appelle l'opposition? C'est qui est le maître de l'opposition? Qui doit dire c'est lui l'opposition? C'est lui qui devait envoyer? Aussi longtemps qu'il n'a pas envoyé, ce n'est pas vrai. L'opposition dans ces pays, constitutionnellement, devait avoir un chef de file qui n'y est pas. Ça veut dire c'est une opposition comme ça se présente. Mais alors, la République ne va pas attendre qu'on trouve le chef de file pour que sa signature soit reconnue et tout cela. Tous ceux qui se réclament de l'opposition, ils envoient. Et une commission a été mise en place. Je pense que c'est par là qu'on a tamisé. Et aujourd'hui, on a ce qu'on a. Mais cela n'évite pas que ceux qui se trouvent dans leur grandeur de contribuer à la bonne marche des élections, d'avoir des discussions avec le gouvernement. Pourquoi pas le président de la République qui est le garant constitutionnel de bonne marche des institutions de la République. Et c'est lui le garant et de l'opposition et de la majorité du peuple congolais. Donc il doit écouter tout le monde. Je pense que c'est auprès de lui qu'ils adressent peut-être leurs inquiétudes pour voir un peu à quel niveau le président de la République peut interpeller ou examiner à la lumière de la Constitution ce qui ne va pas pour établir de bons offices pour permettre à ce que les élections soient crédibles et acceptées de tous. Alors les élections, c'est déjà dans quelques mois. L'actuel président de la République est également candidat parmi tant d'autres. Je voudrais qu'on aborde un peu le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi sur le plan social. Vous êtes un élu de la famille politique du chef de l'État, donc l'union sacrée de la nation. Comment jugez-vous le bilan du président actuel? Je suis mal placé de temps en temps de parler du bilan. Je n'aime pas trop quand on parle du bilan, parce que le bilan, c'est en fonction de quoi? Voilà le seul bilan qu'il faut tracer du président de la République, c'est par rapport à son discours du 24 janvier, je pense, 24 janvier 2019. Oui. Le programme qu'il a mis en place, avec un gouvernement qu'il a mis d'abord à partir de FCC Cash, et le deuxième gouvernement qui travaille avec. Donc voilà le bilan dont on peut tracer, c'est cet engagement-là. Mais quand vous dites le bilan en fonction des routes dégradées, qu'est-ce qu'on a fait pour des routes? Mais la dégradation des routes a commencé quand? Ce n'est pas dans son engagement. Ça, il faut le dire. Alors, il faut qu'on mette de côté ces programmes et on mesure le programme au fur et à mesure. Et qui dit programme gouvernemental peut commencer par la mise en place des structures législatives dont les effets peuvent venir 3, 4, 5 ans après. Donc, se mettre là à juger du bilan global sur le plan social, c'est compliqué. C'est-à-dire, ma question est celle de savoir quelles sont les actions que nous pouvons retenir selon vous du bilan. C'est tout le programme gouvernemental qu'on a en place. Sur le plan, par exemple, social. Oui, mais c'est globalisant. C'est comme ça que je vous dis, c'est prétentieux. Citez-nous. Parce que sur le plan social, c'est que
On doit répondre au problème de personnes de troisième âge qui n'ont pas des offices de vieillards. Mais ça date de combien de temps qu'on a passé ce programme-là sur terrain? On va parler de dégradation de routes, comme j'ai dit, la dégradation de routes. On va parler de problèmes de salaire, amélioration des salaires des agents. On va parler de production de ceci. Mais le pays a connu une histoire budgétaire où à un moment donné, tout était bloqué. Donc, il ne faut pas qu'on puisse prendre des choses dans sa globalité. Moi, j'ai dit, parlons du programme Félix-Antoine Tshisekedi 2019. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de son mandat 2023. Quel est l'engagement qu'il a pris? Comment il procède et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a pris l'engagement de finir la guerre et terminer ce problème de l'insécurité à l'Est. Je vous ai dit tout à l'heure, on a reçu le ministre des Affaires étrangères. Il nous a expliqué ce que c'est, tous ces accords de Luanda, partout le président s'est promené. Nous sommes sur une très bonne voie. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des accords d'accord en désaccord, parce que c'était la voie première qu'on a dit ouvrez la porte A, on ouvre la porte A, on trouve qu'en face ça ne vaut pas la peine, on ferme la porte A, on ouvre la porte C. Et c'est ça les engagements qu'on est en train de prendre jusqu'à arriver à la SADC aujourd'hui pour éliminer. En attendant, il fallait chercher d'abord le véritable ennemi, c'est qui? C'est la première fois qu'on met sur une table un partenaire aisé qu'on a programmé hier même par lui-même, Félix Tshisekedi, qui est au centre de tous les problèmes du Congo, donc Kagame avec le Rwanda. Donc ça, c'est un problème de courage. Il fallait le faire. Il fallait un temps, des tacts, des techniques politiques à l'international pour découvrir ça. Donc un travail de fond, selon vous, a été fait sur le plan international. Ça a été fait, mais ce travail-là, ce n'est pas en une journée, ce n'est pas des jours. Et arriver à avoir cet engagement, le dire, c'est un fait. Et aujourd'hui, organiser l'armée pour combattre la forme d'attaque que Kagame a mis en place en nous infiltrant en complicité avec d'autres Congolais. Donc c'est terrible. Et dans notre armée, et dans des groupes armés un peu éparpillés, et même dans l'économie de l'Est, les investisseurs, tous ceux qui exploitaient là-bas, même dans la circulation, la traçabilité de la monnaie. Donc tout ça, c'est une guerre à multiples facettes dont on ne peut pas gagner que sous le coup d'armes. Je pense que nous sommes sur une bonne voie, sous cette stratégie-là, prise en compte dans la classe politique, société civile, même si on n'a pas la paix à date, c'est-à-dire à la fin du mandat, mais je vous dis, après les jours qui viennent, on est dans une très très bonne phase étatique républicaine pour que toute personne engagée dans cette démarche finira par trouver la paix pour la RDC et renverser l'équilibre d'intervention étatique. Il avait également promis d'améliorer... Alors, il a promis aussi d'améliorer les conditions sociales des Congolais. Les conditions sociales ici partagées, aujourd'hui? par exemple, de l'eau, si nous allons dans le social, la desserte en eau potable. Oui, mais on va inaugurer 2 usines. Imbu, comment on appelle Njili Imbu, là-bas. Lemba Imbu, je pense. Oui, Lemba Imbu. C'est vers la fin. C'est vrai que ça a continué. C'est une continuité de l'État. C'est des projets qu'on a trouvés en marche, qu'il a renforcés. Et pendant son mandat, la desserte est en train de changer. Vous prenez ici Angalema, c'est en train de changer. Dans la construction des routes, de desserte agricole, on a avancé les budgets. Le pays, c'est-à-dire par rapport à son programme, s'il a décidé de faire 2000 km, le fait de faire déjà 100 ou 150 ou 200 km, ça vaut son pesant d'or. La route numéro 1 qui va jusque les Katanga, on a déjà dépassé Chikapa, Bachamba. On est en train d'avancer. Entre Kananga et Mbujima, en train de le faire. Le projet comme désenclaver le pays, surtout pour le parti trop enclavé dans le Mbujima et Kananga, la route qui sort vers le grand passage de l'Angola jusqu'à Lobito. Donc, toutes ces frontières-là vont s'ouvrir très bientôt. Il y a déjà du danger. Mais n'oubliez pas qu'on a un problème d'engagement, disons, de la décision, de la volonté politique à l'engagement financier et au montage même des dossiers. Ça prend du temps. Et si vous prenez du temps, arrêtez-vous à FCC Cash. C'est qu'il y avait 2 ans qui est resté. Sur les 2 ans, nous sommes en une année. Mais déjà sur le terrain, il y a pas mal de choses où moi, personnellement, j'accorderais vraiment la confiance et la chance qu'on puisse terminer cela sous son leadership. Alors, en parlant du bilan de Félix-Antoine Tshisekedi, on ne peut pas ne pas parler de la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement. Il y en a qui estiment que ça a été mal emmanché. Il fallait aller palier par palier.
Non, mais d'abord, il faut dire... Parce que ça a été à la base des grèves, par-ci, par-là, à travers le pays. Non, mais le traitement des enseignants, des parents et des élèves, aujourd'hui en prise en charge pour l'éducation, n'est pas pareil qu'il y a 3-4 ans. N'est pas pareil, il faut le dire. Beaucoup d'enfants sont à l'école. Mais maintenant, la réalité de cette prise en charge à l'école, en termes de qualité d'enseignement et en termes de l'infrastructure d'enseignement et la rémunération des enseignants, c'est une autre chose. On va par palier parce que c'est pas facile quand on débloque, on dit on va payer $1 milliard pour payer les enseignants qui sont à un nombre qu'on ne connaît pas. Le montant a été débloqué. Ça fera 1 milliard, ça fait 15 ou 10% du budget, mais qu'on donne à l'enseignement. Mais en attendant, il y a un travail de fond, de recensement qui doit se faire. On pouvait bien mettre un salaire fixe si on avait le nombre de gens et le montant alloué. Mais maintenant, chaque fois qu'on fait le recensement, le contrôle, sur 1 million d'enseignants, il suffit qu'on programme après le contrôle, on trouve qu'on a 2 500 000. Les NU et tout ce que vous voulez. Donc, ces recensements, c'est fait, c'est refait, et ça donne un peu, ça met en difficulté même ceux qui doivent se mettre en salaire, sans oublier les mauvaises têtes qui sont dans nos administrations, qui font les dédoublements pour un salaire, disons pour 5 salaires, mais c'est une seule personne. Kalongo Mbikai Kalongo, Mupasa Lukobo, Lukobo Mupasa, Mupasa, un même nom qui revient, mais pour 3-4 salaires, mais c'est une personne qui bénéficie. Donc, ce point de dédoublement, ça aussi c'est un problème, ça prend du temps. Mais sur la partie qualité de l'enseignement, je pense qu'il y a des formations. Vous suivez Tony Mwamba qui se bat de gauche à droite, qui lance des séminaires et tout. Et on débloque les fonds pour construire des écoles, arranger des bancs, ainsi de suite. Ça ne va pas venir le même jour. C'est profond cette histoire, mais au moins le début, c'est fait. Quand quelqu'un vient et dit c'est un succès, je ne pense pas qu'il a trouvé le succès où. Mais c'est une démarche qu'on doit faire, qu'on a entamée, que le chef est engagé. Il y a des endroits, c'est 100%. OK, il y a des endroits qui sont faiblement réussis. Il y a des endroits qui ce n'est pas encore arrivé avec ce pays qui est continent. Donc, l'essentiel, la volonté politique et la mise en place de cette décision politique à vous entendre parler, honorable Dédé Moupassa, on a l'impression que tout est bien, on a l'impression que le bilan est totalement positif. Mais qu'est-ce que vous répondez à ces Congolais qui nous suivent et qui n'arrivent pas à nouer le debout du mois parce que il a un revenu médiocre, parce que rien ne marche, etc. Qu'est-ce que vous lui dites? Mais oui, c'est ce que je dis. L'objectif pour nous, c'est de mettre tout Congolais à l'aise. Il peut prendre le transport. Tout Congolais doit être à mesure de prendre son transport. Tout Congolais doit dénouer les 2 bouts du mois. Tout Congolais qui a fini son école, l'université, doit travailler, doit trouver du travail. Tout investisseur doit venir, doit trouver un climat sain pour faire les affaires afin de développer une économie et créer des richesses dans le pays. Tout Congolais peut se déplacer avec, il achète ses bus, il peut se faire des activités, les avions, les bateaux, parce qu'on a des cours d'eau, ainsi de suite. Mais tout cela n'arrive pas en un jour, c'est ce que je suis en train de dire. L'engagement du 24 janvier, c'est ça qui va étape par étape et tout doucement avec des contraintes, avec tous les problèmes. C'est comme ça que je dis, cet engagement politique, il y a des endroits, c'est réussi. Autant que tu dis, il y a des gens qui ne mangent pas 3 fois, mais dans les mêmes pays, il y a des gens, il y a des enseignants qui ont leur salaire, qui aujourd'hui, qui vous dit, merci Félix-Antoine Tshisekedi. Ils sont là. Peuple, hein? Non, le petit peuple, l'enseignant est dans la classe du petit peuple. Le petit peuple n'est pas que petit peuple que vous le croyez. Moi, je parle du fonctionnaire. C'est lui-là que l'État est appelé à s'engager à payer les salaires. Et tous ces fonctionnaires ont des salaires maintenant, à date et à l'heure. Mais maintenant, c'est quel salaire, comme on doit dire? Il faut améliorer ce salaire. Et pour améliorer le salaire, il y a 2 conditions. Il faut améliorer aussi l'environnement économique, de telle manière qu'un sac de farine qui coûtait $10, par exemple $20, avec le même salaire, si le sac de farine quitte $20 et que le prix baisse à cause de la production qui a augmenté, loi de l'offre et de la demande, si ça coûte maintenant $8, c'est que avec les $100, on peut faire une prévision de 2 sacs. Ce qu'il a fait augmenter, il y a une croissance visible, mais avec le même salaire. C'est que le travail s'est fait à côté. Vous parlez de la farine. Est-ce que la crise de la farine qui a frappé le Katanga a été résolue? Oui, à partie, mais pas totalement parce que la rareté n'y est plus. Mais sauf que l'indice prix qui dérange, parce qu'on ne peut pas acheter quand même un sac de farine à $50 pour la masse salariale qu'on a
Et à ce moment-là, au lieu de faire 2 sacs, on achète un sac ou un demi-sac. Du social est menacé à ce moment-là. Donc, c'est dans ce sens. On a terminé notre émission. Quelle chance vous donnez à Félix Tshisekedi face à tous ces challengers, Matata Mponyo, Délice Sanga, Martin Fayulu, Moïse Katumbi? J'aime pas parler des individus. Matata Mponyo propose quoi? Délice Sanga a proposé quoi pour sortir ce pays de tous ces problèmes qu'on a? C'est quoi qu'ils ont proposé? Sur base de ça, on va comparer avec le programme qu'on est en train de mener ici. Ce programme qui est porté par Félix. Ça va se savoir pendant la campagne. Nous ne sommes pas encore en campagne. Mais maintenant, là, s'ils ne sont pas à la campagne, s'ils s'engagent, ils doivent s'engager avec un programme. Félix a un programme qu'il a commencé, qui peut se terminer dans 10 ans, qui peut avoir des effets dans 5 ans. Il y a des parties urgentes. Et l'urgence, c'est payer les salaires des gens tous les mois. Ça, vous le vivez. Pour ceux qui sont déjà payés. Et ce qu'il faut améliorer, c'est ceux qui travaillent, qui n'ont pas encore les salaires, qu'il faut travailler pour leur donner les salaires. Le route des dessertes agricoles. Il faut engager des moyens pour qu'on entame même le cantonnage manuel qu'on avait déjà commencé à chaque étape. C'est qu'il faut rompre pour écouter quelqu'un qui a une baguette magique qui va dire les routes vont se faire le matin, tout le monde, il y a les routes, les salaires, les poids. Qui nous disent quel est le plan en dehors de ces plans merveilleux, qui a un soubassement législatif avec tous ces codes forestiers, codes douaniers, tout ça, qui produit encore au jour d'aujourd'hui, avec l'IGF, avec tous ces mécanismes mis en place de contrôle de finances et tout cela. Moi, je pense qu'on est sur une bonne phase. Et d'ailleurs, cette opposition devait nous dire qu'est-ce qu'il propose. Aujourd'hui, le dollar est à 25. C'est grave. Mais qu'est-ce que l'opposition propose pour dire s'ils étaient là, voilà ce qu'ils allaient faire. Ils gardent pour que quand ils passeront, ils vont donner cette portion magique, qu'à le faire. C'est maintenant qu'ils doivent le faire. S'ils n'en ont pas, qu'on laisse le gouvernement Sama, qui est en train de travailler pour qu'on arrive à ces baisses de dollars, qu'on arrive à maximiser notre production pour que les Congolais trouvent. Et ce n'est pas en un jour, nous devons nous mettre au travail. Voilà qui va faire. Vanter cela, ce n'est pas être un politique. Moi, je pense, mettons-nous au travail, nous sommes sur une bonne voie, selon que le président de la République met toute sa volonté pour changer les choses dans ce pays. Voilà qui met fin à cette émission. Je rappelle que j'ai reçu sur ce plateau Dédé Moupassa, député national élu du Kwilu. Merci d'avoir répondu. Kwilu à Idiofa. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez fidèles au programme de Télé 50.